Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La visite officielle du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à Stockholm pour explorer les perspectives de renforcement du partenariat économique entre les deux pays. L'actualité, c'est aussi la deuxième réunion du Forum des centres de recherche, d'innovation et de développement des pays membres de l'APO, lors de laquelle l'Algérie a réaffirmé son engagement à soutenir les pays africains dans le domaine du pétrole et du gaz. 11 millions de tonnes de déchets ménagers assimilés sont jetés chaque année par les Algériens. Comment se fait leur gestion, recyclage et valorisation? La réponse dans une usine de récupération et de recyclage de matières plastiques à Indefla. Au Maroc, le prisonnier politique sahraoui Hassan Dah, membre du groupe Gdei a entamé une grève de la faim pour protester contre les mauvais traitements, les violences verbales et les tortures qu'il subit dans la prison marocaine de Knitra. Toujours au Maroc, où la colère populaire ne faiblit pas face aux dérives du Marzen, qui poursuit sa normalisation assumée avec l'entité sioniste, un régime éclaboussé par des affaires de corruption internationale et de trafic de drogue et d'espionnage. Le point de la situation à Gaza, où les bombardements sionistes se poursuivent. Au moins 17 personnes sont tombées en martyrs et plusieurs autres ont été blessées ce matin. Bienvenue à tous. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf est arrivé hier soir à Stockholm pour une visite officielle au Royaume de Suède. La visite de Attaf en Suède s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la volonté des deux pays de renforcer les relations historiques qui les unissent, notamment en œuvrant à consolider leur convergence politique autour des principales questions d'actualité au niveau régional et international. La visite vise également à explorer les perspectives de renforcement du partenariat économique entre les deux pays sur la base des opportunités qu'offrent les potentialités et les avantages économiques dont ils disposent. Énergie, à présent, avec la tenue hier de la deuxième réunion du Forum des centres de recherche, d'innovation et de développement des pays membres de l'APO. L'Algérie a exprimé son engagement à soutenir les pays africains dans le domaine du pétrole et du gaz, en partageant son expérience de plus de 60 ans à travers notamment ses instituts pionniers dans le domaine, à l'instar de l'Institut algérien du pétrole qui a un rôle pivot dans la formation et la qualification des cadres africains. L'innovation et le développement technologique dans le secteur du pétrole et du gaz étaient au cœur de la deuxième édition du Forum des centres de recherche scientifique et d'innovation des pays membres de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole, APO. Fidèle à ses engagements envers le continent, l'Algérie s'emploie à renforcer des partenariats stratégiques avec les pays africains afin de soutenir les projets de recherche et de développement et de favoriser la transition vers un modèle énergétique durable. Nous remercions le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour son soutien constant à cette organisation à différents niveaux pour développer le secteur du pétrole et du gaz dans notre continent. L'entreprise Sonatrach joue un rôle de premier plan dans la concrétisation de cette vision. Elle a lancé une stratégie ambitieuse qui a abouti en seulement 3 ans à l'enregistrement d'environ 30 brevets d'invention. Près de 40 projets de recherche ont également été lancés, dont plus de 70% ont été réalisés dans le cadre de partenariats avec des entreprises nationales et internationales. La coopération entre les pays membres de l'organisation constitue un pilier essentiel pour la concrétisation des objectifs du Forum. L'expérience pionnière de l'Algérie et sa grande expertise dans le domaine du pétrole et du gaz, acquise au fil des années, lui ont valu la confiance et la reconnaissance des participants. Lors de mes visites dans plusieurs centres de recherche relevant de la société Sonatrach, j'ai constaté un développement important et remarquable, ce qui contribuera au développement du secteur de l'énergie en Afrique. Je suis très heureux que l'Algérie puisse nous aider à développer le secteur pétrolier grâce à son expertise et ses compétences.
L'élaboration d'une feuille de route pour relever les défis actuels avec des objectifs clairs et précis, fondés sur une coopération solide, constitue la meilleure voie pour exploiter de manière optimale le potentiel du continent africain grâce à des technologies de pointe. 11 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés sont jetés chaque année par les Algériens. Alors comment se fait leur gestion, recyclage et valorisation? Saïda Mayouf s'est rendue à Ain Defla dans l'usine de récupération et de recyclage de matières plastiques. L'usine produit 1000 tonnes par mois de PET et de films monofilaments. L'entreprise a décroché une place de choix vers l'export. Reportage. Fondée en 2016, l'entreprise de récupération et de recyclage des matières plastiques implantée au cœur de la zone industrielle de Ain Defla traite au quotidien pas moins de 1 million de déchets plastiques pour une capacité de production de 1000 tonnes de PET et de fibres monofilaments, une matière autrefois importée de l'étranger. Après la collection de matières premières, on va faire les analyses pour assurer la qualité de notre matière. Et après ça, on va faire le décharge de notre matière et on va trier les matières premières pour éliminer l'aluminium, le métal et tout ce qui est papier de PET. Et après ça, on va faire lavage chimique pour éliminer les impuretés et les déchets de notre matière. Avec 50 employés au démarrage, l'unité n'a eu de cesse d'augmenter le nombre de ses travailleurs au fil des ans. Des compétences avérées et une parfaite maîtrise du process, une fierté pour l'entreprise, voire pour tout le pays. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir plus de 200 postes directs et plus de 1000 postes indirects. La majorité, ce sont des jeunes. Et dans la région, dans la wilaya de Ain Defla. Diplômé master dans chimie produits naturels, on fait les analyses des produits finis des matières premières sur le PET. Je travaille dans mon domaine de chimie et de contrôle de qualité des produits chimiques. Le produit fini devant être transformé fait l'objet d'un contrôle rigoureux pour une qualité supérieure, ce qui lui a valu d'ailleurs une place de choix à l'international. En témoigne ce chargement dernier en date devant être exporté vers l'Italie. Une fois que le produit fini est prêt, on organise la livraison en collaboration avec le service logistique. On compte plus de 19 clients de pays étrangers. L'année dernière, nous avons produit environ 1000 tonnes par mois et 70% de cette production a été exportée vers 19 pays au monde, entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. L'industrie de recyclage dans le pays demeure une noble mission. Elle contribue à répondre aux défis environnementaux tout en stimulant une économie circulaire et en s'inscrivant dans une dynamique mondiale de durabilité. L'actualité à l'étranger à présent, d'abord au Maroc. La politique imposée aux détenus sahraouis dans les prisons marocaines continue de les pousser à recourir à la grève de la faim, une pratique devenue monnaie courante dans les geôles marocaines. Ils s'appellent Abdallah Toubali, Mohamed Akfir, Naama Asfari, Abdallah Abaha ou encore Hassan Dah. Ils ont tous des points communs. Ils sont sahraouis et emprisonnés arbitrairement au Maroc. Walid Yousfi. La décision d'observer une grève de la faim a été prise par ce prisonnier sahraoui suite au harcèlement systématique des responsables de la prison avec des injures répétées, des violences physiques et des actes de torture. Hassan Dah, militant sahraoui du groupe Gdemizik, fait partie d'une longue liste de prisonniers politiques sahraouis emprisonnés après le démantèlement violent du camp de protestation pacifique en 2010 et condamnés par le Marzen lors de procès inéquitables dénoncés par les organisations internationales pour leur manque de garantie et leur utilisation d'aveux extorqués sous la torture. En tant qu'avocat du groupe de Gdemizik, je peux affirmer qu'ils ont tous été condamnés sans aucune preuve.
en droit pénal, que ce soit en France, au Maroc ou ailleurs, pour condamner des personnes, notamment pour les crimes les plus graves et à des peines très lourdes. Il faut des preuves et il faut prouver que les personnes ont une intention de commettre les faits. Là, durant le procès devant la cour d'appel de Rabat qui a duré 6 mois, j'ai pu constater, mais dès le premier jour, qu'il n'y avait aucune preuve. Il n'y avait pas les armes, il n'y avait pas le bon nombre de soi-disant victimes, et il y avait des prétendus aveux qui ont été obtenus sous la torture, comme l'a reconnu le comité contre la torture. À Béziers, dans le sud de la France, une manifestation pacifique en soutien aux prisonniers sahraouis a dégénéré. 2 journalistes qui couvraient l'événement ont été pris pour cible par des individus hostiles. Nous avons été très bien accueillis partout. Nous venons de faire une manifestation, enfin un rassemblement, et où les Marocains avaient un autre lieu de manifestation, les Franco-Marocains, mais ils sont quand même venus nous agresser. Face à la répression et au silence, la détermination des voix sahraouis ne faiblit pas. Le peuple sahraoui poursuit sa lutte pour sa liberté et son droit à l'autodétermination. Au Maroc, toujours, la colère populaire ne faiblit pas face aux dérives du régime du Marzen, qui poursuit sa normalisation avec l'entité sioniste sans honte, éclaboussée par des escalades de corruption internationale et impliquée dans le trafic de drogue. Yassinia Houssini et Majda Djahmoun. Madrid intensifie la surveillance de son littoral face aux risques sécuritaires liés au Maroc. Selon le quotidien espagnol ABC, l'état-major de la défense espagnole a mis en place une cellule secrète chargée d'évaluer les menaces potentielles que pourrait représenter le régime marocain pour la sécurité nationale. Une initiative qui intervient dans un contexte de tensions persistantes avec des tentatives répétées de franchir les frontières de Ceuta par des migrants marocains, en plus de l'affaire d'espionnage du logiciel Pegasus. L'inquiétude de l'Espagne ne se limite plus aux seules questions de frontières et d'espionnage. Elle s'étend désormais aux évolutions internes que connaît le régime marocain, susceptible de déstabiliser toute la région. À l'intérieur, le climat est marqué par une confusion grandissante et une prolifération alarmante de drogues en tout genre. Le royaume du hashish est plongé dans une spirale où les drogues se répandent de plus en plus. La stratégie du Marzen est claire, droguer le peuple et exporter l'instabilité. Tuez-nous, tuez-nous, c'est mieux que de rester comme ça, drogués et embourbés dans la criminalité et le trafic de drogue. Le processus de normalisation mené par le Marzen s'accélère, sans tenir compte de la sensibilité de l'opinion publique. Cette semaine, des ports marocains ont vu accoster des navires sionistes chargés d'armes en route vers Gaza. Toutes ces manifestations montrent le refus catégorique du peuple marocain de l'amarrage de ces navires et dénoncent le silence des autorités marocaines qui signifie l'implication dans ces crimes. Dans le même sillage, les principales centrales syndicales ont appelé les dockers et les travailleurs des ports marocains à refuser toute opération de manutention sur les navires transportant des armes vers l'entité sioniste. Au moins 17 personnes sont tombées en martyrs et plusieurs autres ont été blessées dans des frappes menées ce matin par l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Gaza, laissant des corps calcinés et des personnes disparues sous les décombres. La frappe la plus meurtrière s'est produite sur une école qui abritait des personnes déplacées dans la ville de Gaza Nord, faisant 11 morts et 17 blessés, y compris des femmes et des enfants. Voilà, Ces scènes de désolation et de destruction constituent le lot quotidien des Gazaouis. Pas un jour ne passe sans que des bombes s'abattent sur Gaza, n'épargnant rien ni personne. Désemparée, la population ne sait plus à quel saint se vouer, d'autant que le silence complice de la communauté internationale annihile le peu d'espoir auquel elle s'accroche. Sous ces décombres, il n'y a que des femmes et des enfants. Ils ont été bombardés hier, tard dans la nuit. L'entité sioniste s'acharne à semer la mort à Gaza et n'hésite pas à prendre pour cible tout ce qui est susceptible de permettre un retour à la vie, comme ces engins de chantier qui ne pourront plus contribuer au déblaiement des gravats et à la reconstruction de l'enclave palestinienne. Les points de passage sont fermés depuis plus de 35 jours et il n'y a ni générateur d'électricité, ni station de dessalement pour traiter l'eau. Avec la fermeture des points de passage, les aides ne parviennent plus aux populations affamées par l'entité sioniste, qui ne compte pas s'arrêter là,
puisque son objectif étant de conquérir Raza après l'avoir vidé de sa population. Ce qui nous amène à parler du plan Power qui vise à judaïser la région de Naqab dans le sud de la Palestine occupée et chercher à obtenir le contrôle sioniste direct sur 80 000 hectares de terre et à expulser ses habitants. Une politique sioniste de démolition répétée, comme c'est le cas pour le village bédouin d'Al-Araqib, détruit pour la 238e fois récemment. Une politique qui s'inscrit dans le cadre des plans de transfert sioniste visant à expulser les Palestiniens de leur patrie. Rina Lorari. Le village bédouin d'Al-Araqib, situé dans le désert du Naqab, en Palestine occupée, a de nouveau été rayé de la carte par l'armée sioniste le 7 avril dernier pour la 238e fois depuis 2010. Un acharnement méthodique visant à effacer toute trace de présence palestinienne dans cette région désertique du sud de la Palestine. Il s'agit de la 5e démolition du village depuis le début de l'année 2025 et d'un nouvel épisode d'une série noire entamée il y a plus d'une décennie. Le village a été détruit 15 fois rien qu'en 2022, puis à 11 reprises entre 2023 et 2024. Depuis 2010, le village subit annuellement une moyenne de 15 démolitions, forçant ses habitants à reconstruire inlassablement tentes, maisons rudimentaires et modestes infrastructures de base dans des conditions jugées indignes et précaires par les ONG. Des actions qui visent à dégrader volontairement les conditions de vie des habitants afin de les contraindre à quitter les lieux. Sur les 160 000 bédouins palestiniens qui vivent dans cette région, près de la moitié sont installés dans 37 villages dans des conditions infâmes, privés de services de base et constamment menacés de destruction. Une stratégie délibérée, inscrite dans une logique de nettoyage ethnique. Au cours de l'année 2024, plus de 2000 démolitions ont été recensées dans les communautés bédouines du Naqab, un chiffre alarmant et en nette augmentation par rapport aux années précédentes, témoignant d'une intensification de la politique de destruction et laissant présager une poursuite, voire une accélération de cette politique les mois à venir. Attachés à leurs terres, les habitants d'Al-Araqib choisissent de rebâtir encore et encore, refusant de céder, résistant avec résilience à une politique d'effacement de leur identité et de leur appartenance à la Palestine, planifiée par l'occupant sioniste. Retour au pays, chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre de la Culture et des Arts, Zohair Belalou, a présenté hier les condoléances à la famille de la défunte Badi Lella que l'art du Tindi vient de perdre. Le message de condoléances du président de la République à la famille de la défunte a été remis par le ministre à son domicile au quartier Tahagart à Taman Rasset. Je vous invite à l'écouter. Sur instruction du président de la République, nous sommes venus présenter nos condoléances à la famille de la défunte Badi Lella, à la famille artistique ainsi qu'à tous les habitants de Taman Rasset. Badi Lella est une icône de l'art algérien. Elle a laissé un héritage artistique inestimable. Elle a également fondé une école authentique dans le domaine de l'art lyrique du Tindi. Grâce à son intelligence et à son patriotisme, elle a su bâtir un lien fort entre la tradition du Tindi et la modernité. Le ministre a auparavant assisté aux côtés des autorités locales aux obsèques de la défunte Badi Lella au cimetière est du quartier Tahagart qui se sont déroulées en présence d'une foule nombreuse de citoyens et de passionnés de cette grande figure artistique. On termine ce journal avec du patrimoine et ce trésor scientifique datant du XIIe siècle qui se trouve à la Bibliothèque nationale. Il s'agit d'un manuscrit rare, témoin du niveau qui avait atteint la médecine arabe au Moyen-Âge. Le document n'est rien d'autre que le 4e livre de la loi de la médecine d'Ibn Sina. Marine Damis nous en parle. Ce manuscrit rare, témoin des avancées médicales du Moyen-Âge, est conservé à la Bibliothèque nationale d'Algérie. Il tire sa valeur scientifique et historique non seulement de son contenu médical précis, mais également de la personnalité de son célèbre propriétaire, Mouafaq ad-Din ibn al-Mutran, le médecin privé du sultan Salah ad-Din al-Ayyoubi. Ce trésor scientifique datant du XIIe siècle
incarne un héritage scientifique partagé, reflétant l'échange culturel et scientifique entre les civilisations islamiques et chrétiennes à cette époque. Ce manuscrit est le 4e livre de la loi de la médecine d'Ibn Sina. Bien que l'œuvre soit composée de plusieurs volumes, nous conservons à notre niveau uniquement le 4e volume, entièrement consacré à la médecine, transcrit sur un papier précieux qui est le papier de Damas. Le manuscrit traite de certaines maladies graves et complexes, telles que la fièvre, les tumeurs ou les empoisonnements. La conservation parfaite de ce manuscrit au niveau de la Bibliothèque nationale d'Algérie témoigne de l'importance accordée à la préservation et à la conservation des manuscrits et à l'expertise technique en la matière. L'inscription de ce manuscrit rare dans le domaine des sciences et de médecine au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO représente une reconnaissance mondiale de l'importance du patrimoine documentaire de l'Algérie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.